Alors bonjour et rebonjour à tous à l'Observatoire. Aujourd'hui, on accueille Aurélie qui nous fait une présentation sur. Alors, je vais faire le titre. Ah, pas là. Ok. Alors, j'ai packagé mon application en image Docker et maintenant. Alors, avant qu'on commence, faut bien savoir, c'était pas la présentation qui était prévue à cette heure-ci. Donc, s'il y en a qui sont un peu déçus par, Ah mince, c'est Aurélie, oh non. ensuite, c'est que Aurélie. C'est ça, c'est pas- Voilà, n'hésitez pas à nous laisser. Voilà, donc Aurélie, c'est. Alors, on a discuté très rapidement tout à l'heure. Aurélie, elle a présenté beaucoup, elle écrit, elle a de l'expérience, si j'ai bien compris. Donc, je pense que vous êtes entre de bonnes mains. Voilà, on l'accueille et on commence. Merci. Hop, on voit l'écran. Ouais, nickel. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Et au revoir à toutes et au revoir à tous. C'est rigolo à dire. Du coup, bienvenue à ce talk pour celles et ceux qui restent. C'est gentil. Dans ce talk, j'ai packagé mon application en image Docker et maintenant, comme il a dit, c'est un backup. J'étais prévenu hier midi. J'ai sondé du seul train que j'avais en fait. Et du coup, j'ai eu l'info qu'il y avait des désistements. Donc je me suis proposé. J'espère que ça vous plaira. Donc, voilà. Je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur Bucket chez OVH Cloud, spécialisé dans tout ce qui est cloud natif, Kubernetes, infrastructure as code et la développeur expérience. Et comme j'ai mis, je suis un chat noir incontesté. Donc à chaque fois, il y a des problèmes de train, d'avion, de chameau, ce que vous voulez. Mais je suis ici, donc c'est ce qui compte. Donc, j'ai développé une petite application qui s'appelle la Gopher API. C'est une petite API qui permet de créer, modifier, supprimer et lister les petits gophers que j'ai dessinés. Et pour la partager au monde entier, j'ai décidé de la packager dans une image Docker. Donc, du coup, ça, du coup, c'est le petit Dockerfile que j'ai écrit. Donc, c'est quoi? Je pars d'une image Golang à 25, je build mon application, et après, je pars de la dernière Alpine, et je récupère le binaire de mon précédent Sedge. C'est tout. Et du coup, j'ai buildé dans une image, et après, je l'ai pushé dans le Docker Hub et dans mon registre privé chez OVH. Et j'ai voulu, du coup, maintenant, je fais OK, j'ai une image, mon application est dedans, mais maintenant, je suis intéressé par la déployer dans un cluster Kubernetes. Et comme vous le voyez sur ce schéma, ma super pipeline est truffée d'embûches, et on peut se faire attaquer à tout moment. Donc, on va s'intéresser à la sécurité de la software supply chain pour pouvoir protéger notre code, mais aussi comment il a été construit, livré et consommé. Donc, la software supply chain security, c'est quoi? C'est la différence entre produire une application et livrer une application de manière sécurisée. Donc, quand on construit une image Docker, on produit un artefact, mais le travail n'est pas fini. On va donc devoir sécuriser son contenu, sa livraison et son usage. Et c'est tout le reste du travail qu'on va essayer d'accomplir. C'est le micro, il m'embête pas trop. Donc voilà. Afin de livrer notre Gopher API de manière sécurisée, on va suivre notre petit Yoda Gopher, qui va nous donner plusieurs recommandations, plusieurs commandements que l'on va suivre tout au long de ce talk. Ouais, ça vous dit? Allez, un peu de fun, c'est cool. Donc, et comme on est à DevQuest, et que notre petit Yoda Gopher kiffe les épées, et que c'est trop pratique, je pense, avec ses mini-mains, d'avoir une épée en main. Donc, à chaque fois que l'on va suivre ces commandements, on va gagner un petit point épée. Ok, ça vous dit? On va essayer d'y arriver jusqu'aux 50 minutes ou 51 minutes. On verra bien. Donc, premier commandement. Le SBOM, tu généreras. Un SBOM, c'est quoi en fait? C'est un inventaire de tous les composants et de toutes les dépendances logicielles dans une image de conteneur. Pourquoi on doit en générer un? Pour répondre à la toute première question, qu'est-ce que je livre vraiment dans mon application? Sans avoir à fouiller à la mano dans tous les fichiers de nos applications. Par exemple, si j'ai une application en Go, je n'aurai pas à fouiller dans les Go modes, les Go sum, dans mes fichiers Go. Si j'ai une application JavaScript, pas à fouiller dans le paquet JSON, dans le JSON log, un petit fichier, une app Python, pas avoir à fouiller dans mes requirements, etc. Ça va nous aider. Aussi, le SBOM, il sert à aider les scanners de vulnérabilité. En effet, sans SBOM, le scanner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir regarder dans toute votre application. Donc un scanner, ça met plus ou moins de temps à vous donner les vulnérabilités. Avec un SBOM, ça va être quasi automatique, quasi instantané, parce qu'il a déjà les infos. Donc ça va les aider.
Et enfin, pour avoir un inventaire des licences et des dépendances utilisées. Attention, il y a des contraintes réglementaires. Et en effet, avant, le SBOM, c'était plutôt ce qu'on appelle donc un nice to have. Maintenant, c'est un must have. Avec, donc, par exemple, le CRA, le Cyber Resilience Act, il va être mis en place en septembre, là, donc très, très bientôt, et de manière progressive et pleinement en 2027. Il y avait aussi ce que je vous ai mis en bas, le NIS2, le US Executive Order. Je vous recommande de vous intéresser à tout ça, en fait, que si vous faites du logiciel en Europe, précisément avec le CRA, va falloir générer obligatoirement vos SBOM. Et quels sont les formats? Il en existe deux principalement, le SPDX et le CycleDX. Le SPDX a été créé par la Linux Foundation en 2011 pour gérer les licences. Et en fait, il a été créé principalement pour du coup communiquer le SBOM à vos équipes, à des humains. Et le CycleDX, créé en 2017 par OWASP, lui, il est plus focus sur les vulnérabilités, il est plus efficient avec les outils. Donc en fait, moi j'ai la question souvent, on me demande, Aurélie, en fait, il y a deux formats, donc je génère mon SBOM en quoi? Avec les deux formats. Quand vous devez communiquer avec les équipes, vous générez le SBOM en SPDX, et quand vous devez travailler avec les outils, on va le voir en démo, faut le faire en CycleDX. Donc générer les deux formats, ça mange pas de pain et c'est mieux. Quels sont justement les outils? On peut générer avec Trivy, Docker Scout, Sift, CDXGen et BOM. Et quand on veut générer un SBOM en même temps qu'on build notre application, on peut le faire avec Docker BuildX et avec Podman également. On le verra en démo. Attention, alors là du coup je le dis là pour ce commandement, mais je vais le répéter je pense tout au long du talk. La sécurité de la software supply chain, c'est pas sec. Il y a 41 outils et ce qui est très, très rigolo, c'est qu'à chaque fois, les résultats sont différents selon l'outil que vous utilisez. Donc là, attention, pour la même image, le contenu du SBOM va dépendre de l'outil. Parce que selon l'outil, il utilise des techniques qui sont différentes. Certains outils vont faire un scan de l'archive. D'autres vont faire du parsing du POM XML, du package manager. D'autres vont analyser le binaire. D'autres encore vont récupérer les infos pendant le process de build. Donc il faut vraiment adapter son outil au contenu de son image, selon le langage utilisé également. Allez, on va essayer de faire une petite démo, si le Wi-Fi le veut bien. Donc on va commencer par générer notre petit SBOM. Donc on va utiliser Trivy. On lui demande « Salut Trivy, est-ce que tu peux me générer un SBOM en SPDX ?» Alors comme moi, j'ai mis SPDX JSON parce qu'on a les formats, mais aussi on peut du coup générer avec des sous-formats. Donc on peut dire « Est-ce que tu peux me faire en JSON, en XML ou en protobuf ?» Donc là, je demande à Trivy, tu me génères un petit SBOM en SPDX et en JSON. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Et on va afficher le SBOM. Si vous avez déjà affiché des SBOM en JSON, ça fait un petit peu, ça fait très mal aux yeux. Là, je vous propose de le faire avec BOM. Je ne sais pas si vous connaissez le petit outil BOM, franchement, j'adore. Ça permet d'afficher, de manière visuelle quand même, un SBOM. Donc là, c'est du SPDX. Le SBOM a été généré pour mon application. On voit le chemin vers le registre, l'image et son hash. On voit, c'est quoi? C'est une application en Go. Donc j'ai mes dépendances en Go. Et comme j'ai également, dans mon image de l'Alpine, j'ai également mes RPM Alpine. Voilà, j'ai toutes mes dépendances logicielles utilisées dans mon application. Donc maintenant, une fois que j'ai mon SBOM, je vais pouvoir regarder facilement si j'ai un composant vulnérable qui est dedans. Et je fais comment? Avec un grep. Donc en gros, avec un grep, on pourra regarder si telle vulnérabilité connue que l'on entend sur tous les réseaux sociaux, si elle est ou pas dans mon application. Donc, le SBOM, ça va être très utile. Et maintenant, une fois qu'on a généré notre SBOM, la bonne pratique, ça va être de le pusher, de le mettre dans mon registre à côté de mon image. Comme ça, mon image, mon application, aura son SBOM. Et ça, je peux le faire avec la commande aura s'attache. Donc je lui demande, tu vas m'attacher mon SBOM
à mon image. Et vu que je la push sur le registre OVH qui est basé sur Arbor, je suis obligé de lui donner quelques métadatas, quelques informations, quelques paramètres, mais ça va le faire. Donc là, je lance la commande. Le Wi-Fi, normalement, c'est cool. Ouais, ça marche bien. Et là, du coup, moi, de mon côté, j'aime bien faire de la CLI, j'adore, mais j'aime voir comment ça se passe côté du registre. Vous voyez? Ouais, ça le fait. Donc là, avant le talk, j'ai fait un build de mon application. Donc là, si je fais un refresh, normalement, le SBOM est apparu. Ouais, on a le petit SBOM, on a le petit lien qui est là, et il apparaît en accessoire. Alors moi, j'aime bien faire de la CLI, mais j'aime bien utiliser mes outils, mes interfaces. Là, en un bouton, on peut également générer un SBOM. Donc on peut le générer, si vous utilisez la CLI, vous pouvez, mais vous pouvez aussi utiliser vos outils pour le faire. Donc là, ça génère le SBOM, et je vais cliquer pour voir comment ça s'affiche. Et en fait donc, on l'a vu avec le petit logiciel, mais là, on a également le SBOM qui est affiché avec la liste des dépendances, la version et même l'information des licences. C'est sympa à voir. Comme on peut le voir, on a les mêmes informations parce que Arbor utilise Trivy. Donc, la registre que j'utilise, elle utilise également Trivy, elle utilise le même outil en fait. C'est pratique. Il y a quelques tips sympas en fait à savoir. Par exemple, si vous utilisez cet registre, Arbor, quand on va dans Configuration, ce qu'on peut faire, au lieu de se taper la génération à la mano du SBOM, en un clic, on peut dire, à chaque fois que je push une image dans mon registre, je ne vais pas m'en occuper, et ça va être le registre qui va générer automatiquement le SBOM. Vous aurez juste des cases à cocher justement, et du coup, ça va générer ce qu'on a vu, ce qu'on a fait à la mano. Ça, c'est pratique en fait. Ok, allez, on va passer à la suivante. Donc, du coup, si on suit les conseils, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut générer automatiquement, si possible, le SBOM et l'attacher à son image. Avec ça, on a gagné le petit point P. Ouais? Allez, youhou, et donc, check. Yata. Après les SBOM, maintenant, les vulnérabilités, tu surveilleras le second commandement. C'est quoi une CVE? C'est quoi ce truc en fait? CVE, c'est pour Common Vulnerabilities and Exposure. C'est un identifiant public et standardisé qui référence une vulnérabilité de sécurité connue. Il y a quoi dedans? Il y a ça, un petit nom, comme j'ai mis là. Et il y a des informations comme la nature de la faille, la version impactée, la sévérité, une destruction, les moyens pour y remédier, pour y fixer, etc. Une CVE, simplement, c'est quoi? C'est une faille connue qui est documentée et qui est traçable. Pourquoi on doit vérifier si notre image a des vulnes? Pour justement garantir que les images ne contiennent pas de vulnérabilités qui sont connues, pour garantir que les correctifs de sécurité soient bien intégrés avant le déploiement et que les images utilisées en prod respectent les politiques de sécurité et de conformité. Il y a des outils qui permettent de faire du coup des scans, Trivy, que j'ai utilisé tout à l'heure, donc ArcScout et grep. On va faire un petit test pour voir si ça fonctionne. Donc on va scanner notre image. Pour scanner, donc j'utilise Trivy. S'il te plaît, tu me fais un scan de mon image, avec à chaque fois l'image. J'exécute, et là, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, donc je regarde en même temps que vous, et ma petite image, elle a, ça va. Elle a 3 vulnérabilités en médium, enfin 7 en médium, 3 high et 0 en critical. Donc franchement, c'est pas si pire que ce que je pensais. Et en fait, ça nous donne déjà un aperçu des vulnérabilités que l'on va devoir vérifier, qu'on va devoir fixer quand même. Donc ça va, ouais, ça va. J'avais un peu peur, mais j'en ai à fixer, mais ça va. Donc je vais voir maintenant sur mon registre comment ça va s'afficher. Est-ce que j'ai les mêmes infos ou pas? Donc, comme d'hab, on a un petit bouton scan vulnérabilité, je vais l'utiliser. Je vais lancer mon scan sur mon registre. Donc là, j'ai cliqué. Très rapidement, ça m'a affiché. Donc ce qui est cool, j'ai les mêmes infos, parce que ça a utilisé aussi Trivy. C'est pour ça. Donc j'ai de manière visuelle mes vulnérabilités. Je vais cliquer sur une petite image. On est dans l'onglet Vuln, et là, je regardais. Ouais, donc on a bien nos vulnérabilités qui sont dans un tableau de manière visuelle. Et moi, en fait, ce que j'aime bien
quand je vois plein de vulnes, déjà j'ai un peu peur, au secours. Et en fait, j'aime bien regarder au moins la première. C'est quoi ce truc? Et en fait, si on clique sur la première, j'espère que vous le voyez. Un peu plus gros? Allez, il faut me le dire. Vous voyez ou pas la première? Vous voyez pas non plus? Ah là, bah, vous voyez trop. Et je ne vais plus voir dans son écran. Donc en fait, si on peut voir la première, ah ouais, ça va être marrant, hein. Si vous voyez la première, en fait, ce qui se passe, c'est que cette vulnérabilité a été remontée par le scanner, comme quoi mon application est impactée, alors que, si vous vous souvenez, dans mon Dockerfile, j'ai mis que j'utilise Golang 1.25. Et là, j'ai la vulne qui concerne que Golang 1.19 et moins. Du coup, je ne comprends pas. Donc, mon scanner, il m'a trouvé des vulnérabilités, mais déjà, moi, c'est là, mon petit doigt, il me dit que je ne serai pas impacté. Ok, donc chelou, hein. Ouais, c'est bizarre. Bref, on verra ça un peu plus tard. Donc, comme d'hab, on a un outil, donc je vais l'utiliser. Et en fait, ce qui est pratique, c'est qu'on peut également dire, à chaque fois que je push mon image dans mon registre, tu vas me scanner automatiquement. Et même en fait, on peut même lui dire. Et en fait, ce que tu vas regarder aussi, tu vas m'interdire les images qu'ils ont des vulnérabilités qui sont, par exemple, critical, high ou medium. Ça permet de sécuriser vraiment son registre. OK. Et on a vu, on fait un try, mais je me suis dit, allez, utilisons également Scout et on va voir quelles informations je vais avoir dans mon résultat de scan. Et si du coup, j'ai cliqué 2 fois, et si j'exécute ma commande, on peut le voir que mon résultat n'est pas le même. Donc un Scout, lui, avec ses bases de données, il me trouve une critical, 4A, etc. Donc faites très attention. Il faut utiliser le même outil partout, sinon les résultats ne seront pas les mêmes. Mais c'est embêtant. Il faut l'utiliser partout. Donc, si on termine ce truc, déjà, j'ai voulu vous montrer quelques tips sur Scout. Donc, on peut afficher notre petite liste avec Docker Scout Quick View. On peut afficher la liste de CVE détaillée avec cette commande, ou bien 2 commandes que j'aime bien. On peut afficher que les recommandations, comment y remédier à nos petites failles et vulnérabilités. Et une que j'utilise pas mal, en fait, c'est à chaque fois que je veux mettre à jour mon application d'une version Golang 1.24, 1.25, 1.25, 1.26, j'utilise Docker Scout qu'on compare, et du coup, ça met juste les vulnérabilités en moins, en plus, etc. Ça peut être sympa quand on fait du test, quand on teste ces images, ces Dockerfiles. Avant de mettre en prod direct, on sait, du coup, ce qui va se passer. Et si vous utilisez donc le Docker Hub, un petit tip, c'est également automatiquement d'activer l'analyse des images avec, comme d'hab, la petite case à cocher. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut scanner automatiquement après chaque push, et de manière périodique aussi, c'est mieux. Parce que les vulnérabilités, il y en a toujours. Les bases de données sont mises à jour quotidiennement, donc il faut que l'on sache s'il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont apparues. Et avec tout ça, on gagne quoi? Le second point IP. Ça y est. Youhou! Il n'y a que 2 mains, mais c'est pas grave. On va en gagner plus. Allez, 3e commandement, l'exploitabilité des vulnérabilités, tu surveilleras. Ça nous parle, ça. Comme on l'a vu, il peut y avoir des faux positifs dans les résultats des scanners de vulnérabilité. Donc, pour cela, il y a une solution, c'est le VEX. Alors, là, c'est la 2e ou 3e fois que je fais ce talk, et personne ne connaît le VEX. Qui connaît le VEX, du coup? Oh, 2? Merci, je ne suis pas tout seul. En fait, le but, c'est que ça soit de plus en plus connu. Donc, c'est quoi le VEX? C'est un format standard qui permet d'indiquer justement si une vulnérabilité est exploitable ou pas dans son application. Donc là, je vous ai dessiné le petit fichier. On va le voir après en démo. C'est une liste de vulnérabilités avec un petit nom, un alias, son statut, sa justification, une description, etc. Pourquoi on doit mettre à disposition ces fichiers VEX? Le SBOM à faire, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à faire, mais pourquoi on doit le faire? Justement, ça permet de communiquer aux utilisateurs de votre application qu'un composant vulnérable n'a pas d'incidence sur la sécurité de votre application. Donc c'est super important. Il existe plusieurs formats. Si on connaît XPDX, bien, ça me parle.
En fait, ils vont être utilisés principalement pour enrichir l'OSBOM. C'est SAF, c'est un autre format, c'est très complet mais très lourd et plus difficile donc, pour adopter. Et OpenVex, j'avoue, c'est mon petit chouchou. Il est léger, flexible, CICD et cloud natif. Et je vais faire une petite démo sur ça. Et alors, il n'existe pas beaucoup d'outils qui permettent de générer les Vex. J'ai fouillé et j'en ai trouvé 2 et puis 3. On peut en générer un à la mano avec l'outil VexTL. On dit crée-moi le fichier Vex, l'auteur, le produit qui est notre image, et la vulnérabilité, parce que je sais que celle-là, elle n'est pas exploitable. C'est cool, mais avec cet outil, vous le faites à la mano. Donc, est-ce que la donnée, il y a une véracité de l'information? On ne sait pas trop. Il faudra le maintenir aussi. J'ai trouvé un autre outil sympa. C'est si vous avez une application en Go, avec Go VNCheck, on va le voir, on peut générer un fichier Vex, et de manière automatique. Et enfin, j'ai trouvé aussi récemment, avec JFrog X-Ray, ça permettrait aussi de générer notre petit fichier Vex. C'est cool. Une fois qu'on a créé un Vex, il faut l'intégrer à notre workflow. Donc ce qui est cool, c'est qu'avec Trivy et Gripe, on va pouvoir scanner notre image et filtrer sur ce Vex pour avoir un résultat qu'avec les vulnérabilités qui sont exploitables dans l'application. Ça va être possible. Allez, trêve le blabla, on va passer à la démo. Donc, je vais faire un petit scan de vulnérabilité. Je refais le scan qu'on a fait, mais je lui dis, tu me sors cette fois-ci que les high et les critical. Donc là, OK, il me sort ça, voilà. Donc, il a trouvé les mêmes infos, mais là, j'affiche que les 3 high et les 0 critical. Donc ça, c'est les mêmes que tout à l'heure, mais en filtrant. Maintenant, je vais utiliser GoVNCheck pour générer mon fichier Vex. Donc je lui demande, est-ce que tu peux me générer un fichier Vex au format OpenVex? Donc ça exécute, il scanne du coup mon application, et c'est déjà fait. Alors on va regarder, c'est quoi du coup ce fichier. Donc en gros, c'est un fichier Vex de format OpenVex, qui concerne, avec GoVNCheck, qui a été fait, un auteur, mais vous ne connaissez pas. Et en fait, tant pis. Et en fait, il y a du coup une liste de vulnérabilités, avec dedans le nom de la vuln, l'alias, le statut, ça n'affecte pas mon application. Pourquoi la justification? Parce que le code n'est pas dans mon application, donc ça ne me concerne pas, et avec un impact. Et comme vous pouvez le voir, le produit, il est en on-product. Parce que GoVNCheck, il ne sait pas si vous allez utiliser ce fichier ailleurs, avec d'autres outils en fait. Donc il met un on-product. Nous, comme on va l'utiliser avec Trivy, avec un scanner de vulnérabilité, on va devoir modifier, fixer ce ID de produit avec un package URL. Le Trivy en a besoin. Pour ça, j'ai fait une commande JQ qui permet de fixer. Et je lui dis juste, tu me remplaces dans ce fichier Vex le ID du produit par mon image. C'est juste le lien au format package URL de mon image qui est dans mon registre. Donc je fais ce petit fixe. Et maintenant, on va refaire le scan en filtrant sur le fichier Vex. On va voir si ça nous donne les mêmes vulnérabilités ou pas. Est-ce qu'il va en éliminer une? Au moins une, je pense. Donc on va bien voir ce que ça donne. Donc je refais mon petit scan, et à la fin, je filtre sur le fichier Vex, et je lui dis, chose preste, si tu m'élimines des vulnérabilités qui ne sont pas exploitables, tu me l'affiches quand même, tu me le dis. Là, si on exécute, bingo, on n'a plus rien. Donc, on n'a plus de vulnérabilité criticale AI. Donc, j'ai mon équipe sécurité qui était en PLS, j'ai mis une image en prod, et finalement, j'ai vu, j'ai pas de vuln exploitable. Donc, franchement, les Vex, c'est super important. Ça élimine tous les faux positifs qu'on peut avoir. Et ça élimine la fatigue aussi de nos équipes. Et donc, du coup, au revoir, les faux positifs et les CVE non exploitables. Et comme d'hab, pour finir, on a généré un fichier, donc on va l'attacher à notre image. Donc, Aura s'attache, attache-moi le fichier Vex à mon image dans mon registry. Comme ça, mon image aura tous les petits fichiers qui sont attachés. C'est ce que je fais. Ça génère, ça l'envoie au registre. Et un petit tips, en fait, une fois qu'on a notre Vex qui est dans le registre, qui est attaché à l'image, quand on refait un scan de Trivy, on n'a pas à spécifier le chemin du Vex. On a juste à lui dire -Vex OCI. Et comme
comme le Vex est attaché à l'image, Trivy va le découvrir. Il va vous faire le filtre avec ça. Donc, franchement, c'est pratique. Alors, donc, justement, j'ai fait exprès de ne pas vous le mettre avant, mais pareil, en fait, maintenant, le Vex est obligatoire. Comme on est obligé de fournir la liste des vulnérabilités exploitables sous 24 heures dans son application, bah, on va devoir forcément également me fournir le Vex. Donc, faites attention, ça arrive très vite et on n'est pas forcément au courant. Donc, les conseils, générer un Vex, on l'a fait, l'attacher à son image, lancer les scans en filtrant sur le Vex, et du coup, bah, on corrige quand même les vulnérabilités qui sont exploitables. Avec tout ça, on a gagné quoi? Le 3e point. Youhou! À l'attaque. C'est cool. Alors, on avance. Autre commandement, ton image, tu signeras. Pourquoi signer une image? Ça va garantir que l'image n'a pas été modifiée, qu'elle vient de son pipeline CICD, et ça permet de protéger contre les registres et les images compromises. Parce que sans signature, bah, rien ne prouve en fait que l'image déployée est celle qu'on a construite. Donc c'est important. On a quelques outils. Les plus connus, Cosign et Notation. Et on peut aussi signer avec Podman. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Cosign, mais en fait, avant, avec Cosign V2, la signature était un tag qui était sous forme SHA-256-le h.sig. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on générait une signature, par exemple, j'ai une image blablabla, Gopher API qui finit par le tag 101, chaque fois que je signais, ça me générait un .sig. Mais on ne savait pas la signature était attachée à quelle image, en fait, à quel tag. Donc, il y a du coup OCI qui ont réfléchi, ils ont fait la distribution spec 1.1, et maintenant, depuis Cosign V3, la signature est un artefact qui différencie l'image. Et du coup, maintenant, tous les outils, bah, ils doivent s'adapter à cette nouvelle spec. Attention, Docker Content Trust, il prend sa retraite. Donc DCT est décédé. Check, je l'ai fait. Et du coup, bah, en fait, ce qui est cool, c'est que Docker, au lieu de réinventer encore la roue, de créer des outils, ils se sont dit, il existe déjà 2 outils, on recommande l'utilité. On ne s'embête pas. Ça, c'est cool. Allez, on va essayer de faire une petite signature. Donc, on va signer notre image. Pour ça, en premier, on va générer une paire de clés-valeurs. Une paire de clés, clés privées et clés publiques. Donc, je le fais avec Cosign Generate Keeper. Okay. Alors là, je suis en démo, je suis en talk, donc je ne vais pas mettre de mot de passe, c'est pas bien du tout. Il ne faut pas le faire en prod, on ne fait pas ça du tout. Mais là, c'est ce que je fais, c'est pas bien. Ensuite, donc, on va signer notre image. Allez, on le fait avec Cosign Sign. -y, oui, je suis sûr, je veux signer la clé. Je veux signer mon image. Je fournis la clé. Et je signe quoi? Je signe mon image. Donc voilà, j'exécute. Oui, j'ai pas de mot de passe, désolé. Donc là, il y a du coup la signature qui est en train d'être générée, et c'est fait. Avant, avec Cosign V2, on avait des logs. Donc à tout moment, je savais ce que l'outil faisait. Là, on n'a vraiment rien, on n'a que dalle. Donc on ne sait pas s'il a vraiment fait. Donc moi, j'aime bien faire des tests. Donc je vais vérifier est-ce que mon image a bien été signée. Donc je fais avec Cosign Verify. Est-ce que mon image a une signature ou pas? Je lui demande, je rajoute la clé à la fin et j'affiche. Ça envoie la requête, je vais avoir une petite réponse, et oui, mon image, avec sa référence, avec son hash, a bien une image, a bien une signature signée avec du cosign. C'est cool, ça a été fait. Je suis rassurée. Et maintenant, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a fait pas mal de choses, on a généré des fichiers. Et en fait, ces fichiers, c'est des référeurs aussi. Donc quand on exécute Horace Discover, on va afficher tous les référeurs, tous les accessoires de mon image. Donc, et il y en a plusieurs. On va du coup retrouver l'OSBOM qu'on a créé en premier, le fichier Vex et notre signature. Donc tout ça, c'est attaché à notre image. On va regarder sur le registre, du coup, comment ça s'affiche. Pouf, on revient dans notre image. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, on a nos accessoires qui sont apparus là, dont la signature. Et problème, en fait, comme vous pouvez le voir, la colonne est en rouge. En Cosign V2, il y avait une coche verte. Je savais que mon image était signée. Et là, Arbor, donc cette version qui est installée, elle n'est pas encore compatible avec Cosign V3. Elle sera là dans les jours qui arrivent.
Donc le talk, j'ai donné trop tôt, mais c'était un backup. C'était pas prévu. Mais dans quelques jours, on aura enfin la coche verte. Ça sera mieux. Comme d'hab, les petits tips, pouf, pouf, pouf. On peut du coup sécuriser sa registrie en disant je veux que les images qui ils ont été signées avec cosign ou notation, ou bien avec un des deux. Ça c'est important. Il faut vraiment sécuriser et on peut le contrôler avec ce registre. C'est cool. Ok, on va avancer un petit peu. Donc, signer son image c'est bien, mais signer tous les artefacts c'est mieux. On peut le faire avec un petit outil qui est cosign attest. On va signer tous ces artefacts. C'est plus sécurisé. Donc les conseils, c'est quoi? Signer son image après le build. Faites pas comme j'ai fait moi, sauvegarder des clés dans un KMS. C'est beaucoup mieux. On va gérer la rotation des clés. Et on va signer tous les artefacts et les attacher à son image. Avec ça, on a gagné le 4e point épais. Allez, on avance. Un autre commandement, des attestations de provenance tu généreras. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc, SALSA, c'est un ensemble de directives, de recommandations pour la sécurité de la supply chain. C'est adoptable de manière progressive. Il y a 4 niveaux de conformité. Pour être conforme au niveau 1, il suffit de générer des attestations de provenance qui sont obligatoires. C'est quoi? C'est encore un document qui contient quoi? Des métadatas avec des informations sur où, quand et comment l'artefact a été construit. Pourquoi on doit générer encore ce fichier, encore un fichier de plus? Celui-là, il sert à prouver que l'artefact vient du bon pipeline, que le pipeline CICD a bien exécuté toutes les étapes que vous avez prévues lors du build, et pour prouver qui a construit l'artefact et comment il a été construit. Et du coup, ça permet de se protéger contre une image construite depuis un fork malveillant, un build relancé avec du code modifié, ou bien un artefact injecté dans le registre. Ça permet de se protéger. Pour être conforme au niveau 2, il faut signer et distribuer sa provenance dans une enveloppe in-toto. Une enveloppe in-toto, c'est ça. C'est le schéma que j'ai mis là. Et ça permet de garantir que l'attestation est infalsifiable. Donc avoir une attestation, c'est bien. La signer, c'est encore mieux. En général, c'est recommandé de générer son attestation quand on build son image. Je vais vous montrer comment on peut le faire. Ou sinon, on peut le faire avec une GitHub Action. Ou bien, si vous utilisez les Tekton, on peut le faire avec une chain. C'est intégrable également. Allez, on va essayer de générer cette attestation de provenance. Je l'ai fait avant, du coup, juste avant le talk. Quand j'ai buildé mon image, je vais vous montrer le petit paramètre qui va bien. On peut également lui dire, tu builds mon image, mais tu me génères en même temps, comme ça je ne m'embête pas, la provenance. Par défaut, c'est le mode min, avec les informations minimales. Avec mode max, je veux toutes les étapes de build, je veux toutes les informations. Je génère la provenance dans tant qu'à faire, je veux toutes les informations. Ça va nous aider après. Donc une fois générée, on va pouvoir l'afficher. Donc je peux l'afficher avec quoi? Avec Docker Scout. Docker Scout attest get. Donne-moi mon fichier de provenance. Ah, donc du coup, c'est quoi? C'est encore du JSON. Désolé. Mais en gros, voilà, on est dans une enveloppe in-toto. C'est une provenance SALSA qui, avec comme d'hab, les informations de mon image. Je sais quoi sur mon application? Je sais que mon image était buildée avec Projet Mobi, donc avec Docker. Je sais qu'avec BuildKit, donc avec BuildX, je sais qu'il y a 2 images de base, une Alpine, une Golang. Je sais que ça a été invoqué avec un Dockerfile, avec ce fichier-là. Et j'ai comme information aussi sympa que ça concerne l'environnement, la plateforme Linux Service 64. Après, on n'a que 50 minutes, donc je vais vous passer toutes les étapes du build, mais franchement, si vous voulez toutes les informations d'un build, là, vous aurez toutes les étapes du build. C'est super intéressant, mais c'est très verbeux. Ok, moi, de mon côté, quand je vois qu'une application a une provenance, ce que j'aime bien faire, c'est extraire l'information d'un Dockerfile, parce qu'on ne l'a pas forcément. Donc ça, on peut le faire avec la petite commande que je vous ai mis là. Ça permet de récupérer le Dockerfile de mon application sans que j'ai accès à mon application, mais juste à ma provenance. Et là, du coup, hop,
si j'arrive à cliquer sur Entrée. Donc du coup, là, j'ai bien la provenance, et j'ai bien mon Dockerfile que j'avais, qui m'a permis d'exécuter ma petite application. C'est cool. Donc les conseils, on génère une provenance depuis la même source qui a buildé l'image, c'est important. On la signe et on l'attache à l'image. Avec ça, on a notre petit 5e point épais. Allez, bientôt fini. Étape numéro 6, du coup, automatiser, tu devras. On a fait tout, là, ce qu'on a fait, on a fait toutes les étapes de la software supply chain à la main. Mais je vous ai fait une GitHub Action. Comme ça, vous aurez juste à la récupérer, vous adaptez 3-4 paramètres à votre application, et vous aurez une GitHub Action clé en main. Donc ça permet de build push une image, la signer, générer, signer, pusher la provenance, le SBOM et le VEX. Je vais vous la montrer du coup. Donc, là, j'ai juste affiché le lien, au cas où je vois un peu l'air plus, mais je l'ai déjà. Donc, la petite GitHub Action, c'est quoi? Est-ce que je zoome un petit peu? Ouais. Un petit peu encore? Je ne peux rien voir, moi. Encore? Non, ça le fait ou pas? Ça va. Ah, si ça va alors. Donc, ma GitHub Action, c'est quoi? En premier, je vérifie si j'ai bien mes crédentials. J'ai mis mes petits secrets pour me loguer à mon registre. Je vérifie s'il les a bien. Ensuite, donc la première étape, je vais devoir installer des petits outils. J'installe Cosign, Horace et compagnie. Je me log à mon registre. C'est normal. Et après, j'ai mes étapes. Donc, je vais faire le build et le push de mon image dans mon registre. Et en fait, j'ai des petits paramètres sympas. Le Dockerfile, il est là. Là, tant qu'à faire, j'ai fait pour AMD64 et RAM64. Et je push automatiquement. Là, j'ai juste ça à faire pour builder et pusher mon image. C'est pratique. L'étape qu'on a fait tout à l'heure pour signer, et ben là, j'ai juste 4-5 lignes à mettre. Du coup, je dis, tu me signes mon image. Ça prend une seule ligne, en fait. Et comme vous pouvez le voir, là, je n'ai pas de génération de clés. Parce que quand on est dans une GitHub Action, on peut dire, tu me signes mon image et tu vas te servir de mon OIDC, de l'OIDC de la GitHub Action. Comme ça, je n'ai pas de clé à générer, c'est sécuritaire. Et après, j'ai ma petite step qui permet de générer la provenance. 4-5 lignes, pareil, ça va être assez rapide. La step pour générer le SBOM, allez, je lui dis au format SPDX, JSON, tu me le sors dans ce fichier. La step d'après qui permet d'attester, donc de signer mon SBOM, avec la petite action attest de SBOM qui va bien. Et ma petite étape qui permet de générer mon VEX au format OpenVEX et, je modifie, et également, ma petite étape qui permet de faire le fixe en fait. Et à la fin, je signe le VEX et je vérifie que mon image a les signatures qui vont bien. Donc ça, je vous la mets clé en main. Vous pourrez la récupérer avec les sites. Donc, les petits conseils du coup, c'est attention quand vous faites une GitHub Action, ou une action en GitLab, etc., attention aux droits trop élevés. Là, je vous la remets viteuf, mais ce que j'ai fait, au lieu de mettre pour tout le scope de mon action, je vais mettre pour certaines étapes, je vais leur dire, le contenu, ça sera en read, l'attestation, ce sera en write, etc. Ça, c'est super important. Sinon, vous pouvez vous faire attaquer à tout moment votre GitHub Action, et il y a pas mal d'entreprises là qui l'ont eu, et c'est embêtant. Faites attention au secret management, et aussi, quand vous utilisez des GitHub Actions, quand vous l'écrivez, avant, moi, de mon côté, ce que je faisais, je ne comprenais pas, c'était quoi ce truc? À chaque fois, il y a des gens qui mettaient de l'écriture bizarre. Moi, du coup, je faisais juste mon étape checkout, je mettais action checkout et la version 3.6.0. Et en fait, j'ai compris. En fait, il faut utiliser les pin dependencies. Ça permet de savoir, ça permet de dire, je veux utiliser telle action, mais je mets le hash parce que je suis sûre et certaine du contenu de mon action en fait. Je veux pas, parce que la version 3.6.0 peut être corrompue. Donc le hash, on sait exactement ce qu'on utilise. Un plus confiance. Et avec ça, j'ai mon 6e point. Allez, le dernier, je ne sais pas le temps, on est où, mais on verra bien. Politique d'admission, tu définiras. Pourquoi on doit utiliser des politiques d'admission? Ça permet pour sécuriser et gouverner ce qui tourne dans le cluster. Donc, grâce à ça, on peut par exemple accepter
uniquement les tags non latest, les images signées, les images sans vulnérabilité, high critical, venant d'un registre approuvé, etc. Donc, moi de mon côté, j'aime bien avoir des clusters Kubernetes tout propres, tout conformes, et je me suis éclaté à faire ce petit dessin, du coup, sous la douche. Le cube sous la douche, c'est rigolo. Mais en gros, c'est important de sécuriser ce qui tourne dans son cluster. Et les politiques d'admission, ça permet. Il existe quelques outils. Il y a Kyverno, où il y a OPA. De mon côté, j'ai utilisé les deux depuis des années. OPA, j'avoue que je mettais 1 heure pour rédiger une règle en Rego et 2 jours pour la débugger. Donc, j'avoue, c'était pas simple. Et du coup, j'ai découvert Kyverno après et je préfère. Kyverno, c'est un moteur de politique cloud natif. Il n'y a pas de nouveau langage à apprendre, c'est du YAML. Quand on fait du Kubernetes, le YAML, on a l'habitude d'en consommer et d'en rédiger. Ça permet de définir des politiques de manière déclarative. On va pouvoir faire quoi? Faire du validate, donc approuver ou deny des règles. On va pouvoir éditer les objets à la volée, en générer de nouveaux, faire du clean-up ou vérifier les images. Donc, quel type de vérification on peut faire? Sur les tags, sur les digest, sur les metadata, sur les signatures de telle autorité, les certificats, les attestations. Est-ce que mon image, est-ce qu'elle a une attestation SALSA? Est-ce qu'elle a un SBOM? Sinon, je ne la déploie pas. Je ne déploie pas mon application dans mon cluster, etc. Allez, on va essayer de faire la dernière démo. Oui, ça, il a fait. Hop. Donc, on va utiliser Kyverno. On va créer une image validating policy. Je vais vous l'afficher. Je zoome ou toujours pas? Si. Allez, vous aimez le zoom aujourd'hui. Donc en gros, j'ai créé quoi? J'ai créé une image validating policy. Elle s'appelle check images. Et en fait, je lui demande quoi? À chaque fois que je vais vouloir créer ou mettre à jour un pod ou un déploiement dans mon cluster Kubernetes, si ça concerne cette image-là, enfin, l'image qui est dans plusieurs projets de mon registre, attention, tu vas regarder est-ce que mon image a une signature avec l'attestor qui est cosign et qui a été fait avec ma GitHub action. Si c'est le cas, c'est bon, le pod sera déployé. Si ce n'est pas le cas, je vais avoir un message qui va être affiché. OK. Là, j'ai rédigé, je pense que c'est bon, je vais l'appliquer dans mon cluster. kubectl apply, j'applique ma politique dans mon cluster. Et comme d'hab, moi, je veux vérifier est-ce que ça l'a bien fait. Je vérifie, ma politique check images a bien été créée, il y a 8 secondes et elle est prête. Je suis prête aussi, donc, à l'attaque. On va faire un premier test. On va essayer de déployer un pod avec, bien entendu, j'ai pris une image qui a été signée par ma GitHub Action. Et je vais essayer de déployer ce pod dans mon cluster. Donc j'applique ce YAML dans mon cluster. Je regarde. Donc ça met un peu de temps parce qu'en fait, Kyverno va regarder en premier, est-ce que c'est du cosign V2? Est-ce que c'est du cosign V3? À la fin, là, il ne m'a rien dit. Donc je vérifie, est-ce que mon pod a été appliqué dans mon cluster? Je regarde, en fait, ouais, j'ai bien mon pod qui a été créé. Il y a un conteneur dedans et il est en état running. Maintenant, je vais faire le deuxième test. Je vais essayer d'appliquer dans mon cluster le pod qui a une image qui n'est pas signée. Et on va voir ce qu'il va me dire. Donc j'applique dans mon cluster et je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai eu le message d'erreur qui m'a dit « Non, tu ne passeras pas. Vous ne passerez pas. » Et du coup, mon pod, il ne peut pas être appliqué dans mon cluster. Je vérifie au cas où, parce que oui, il met un message, mais au cas où s'il a été créé, et j'ai bien que mon pod qui a été signé. Donc je contrôle ce qui arrive, ce qui est appliqué dans mon cluster Q. Et ça, on aime bien. Donc c'est quoi les derniers conseils pour la politique d'admission? Pas de tag latest, des images signées, un SBOM requis, et des images en provenance d'un registre authentifié. Avec tout ça, on a gagné notre dernier point épée. Youhou! Quelques autres bonnes
pratique, c'est conseillé de partir d'une bonne image de base. Je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que je suis allé très vite, mais en gros, dans mon Dockerfile, je suis parti de deux images, une image Golang et d'une image alpine. Dans mon image alpine, je n'ai pas fait démarrer avec l'URL de Docker Hub, mais j'ai mis DHI. En fait, c'est assez récent. Docker, ils ont sorti les Docker Hardened Images. C'est des images de base que vous pouvez utiliser qui, elles, sont avec une surface minimale de attaque. Ils ont déjà un fichier VEX, un SBOM et compagnie, une provenance et compagnie. Donc il faut utiliser les images de base qui sont là. C'est gratuit, c'est open source. Docker a également sorti un tout truc, c'est assez récent, c'est encore en version expérimentale et ça vous permet de définir des politiques lors du build. Donc quand vous exécuterez Docker build avec le tag et avec le point qui veut dire Dockerfile, quand vous faites un build de votre application, automatiquement là, si je crée la politique qui est en Rego, et bah, du coup, ça va m'interdire le build de mon image, car l'image de base, elle n'a pas une provenance. Ça, c'est pratique aussi, mais c'est encore expérimental. Quelques autres bonnes pratiques. Les images, par défaut, sont mutables. Mutables, immuables, j'ai quoi du mal. Elles sont mutables. Mais du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'au lieu que ce soit mutable, dans le Docker Hub et dans Arbor, dans le release preview OVH, on peut dire, attention, tu me crées des règles pour que, par exemple, telle image, je n'ai pas le droit de faire, je build une première fois, je push, je n'ai pas le droit de faire un correctif en douce ou de mettre du code très malveillant et de repusher avec la version 1.0.0. Ça permet de sécuriser aussi ces applications. Et enfin, utiliser un registre privé, c'est mieux parce qu'on peut faire de l'accès en lecture-écriture, du raback, pas mal de... Je vous ai montré des tips, il y en a encore plein d'autres. Faire du clean-up automatique de vos images. Franchement, c'est important. Et dernier petit point, on peut centraliser ces SBOM avec un outil qui s'appelle Dependence Track. Donc c'est bien de créer des SBOM, mais c'est mieux de s'en servir. Et ça permet d'avoir un dashboard avec les SBOM qui sont utilisés dans nos images. Par exemple, là, j'ai fait un combo avec DDTrack et le SBOM opérateur dans mon cluster. Donc j'ai une overview de tous les SBOM, en fait, de mes déploiements. C'est pratique. Donc j'espère que ce talk imprévu vous aurait plu. C'est assez dense, mais j'ai essayé de rassembler toutes les choses concrètes et tous les tips pour sécuriser votre software supply chain. Merci. J'ai mis le QR code là, sur les slides. Alors là, c'est un petit message que je vais faire passer moi. Et n'hésitez pas à donner du feedback pour tous les oratrices et tous les orateurs. C'est important, ça permet aux orateurs et oratrices de savoir déjà si ça a plu. Parce que bien souvent, on a l'information de « c'est pas bien », mais c'est bien de savoir si c'est bien aussi. C'est important et savoir comment s'améliorer. Donc n'hésitez pas, j'ai mis le QR code qui link vers le site. Normalement, l'open feedback est ouvert. Je n'ai pas regardé juste avant. Mais sinon, si ce n'est pas ouvert, vous pourrez le faire un peu plus tard. D'accord, merci Aurélie. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre encore une minute ou deux. Il a une question, mais il n'est pas sûr. Les questions sont... Une question assez rapide, assez simple. Vous avez parlé tout à l'heure de Trivy ou de Docker Scout. On a vu qu'il n'y avait pas les mêmes résultats, voire des faux positifs, des choses comme ça. Est-ce que vous avez un élément à nous recommander, soit l'un de ces deux-là, soit un autre? Alors d'un côté, j'avoue, ça fait des années que j'en fais, et je dis Trivy, même si Trivy a eu même s'il a eu des attaques assez graves, en fait, j'en ai parlé très récemment dans une autre conférence, avec aussi des experts sur le sujet, et Trivy demeure l'outil le meilleur en fait. Du coup, c'est celui moi que je recommande, mais comme il y en a d'autres, vous pouvez aussi les utiliser. Donc Trivy, je recommande. Comme on l'a vu, il permet de générer le SBOM, il permet de faire le scan, il fait le tri sur les VEX. Il
Tu as aussi un Trivy opérateur que tu peux mettre dans ton cluster Kubernetes. Enfin, franchement, il y a une équipe derrière. De mon côté, pour l'instant, là, à date d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on sait que ça évolue tous les jours en ce moment. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas français, mais je recommande Trivy. Après, ça va dépendre aussi justement, je vous montre plein d'outils, parce que selon ton entreprise, selon ton équipe, selon ton contexte, tu vas pas avoir le choix, soit ça va être les personnes qui vont emmener leurs outils parce qu'ils connaissent, soit elles vont être formées par d'autres outils. Donc, au moins, on a la chance d'avoir plusieurs outils. Donc, on les utilise, et tu vas utiliser celui que toi, ça te va, en fait, qui est intégré dans toutes tes CICD, tes pipelines, etc. Dans ton registre aussi. Donc, moi, ça tombait bien. Arbor utilise Trivy. Ça tombait bien. Mais du coup, c'est important d'utiliser, par contre, je le répète, le même outil partout. Sinon, vous allez avoir des résultats chelous. Parce qu'on parlait. Donc, voilà. Alors, on prend le temps pour une autre question. Levez bien la main pour que... Voilà. Bon. Cette démarche... C'est bon, on m'entend? Ouais. Un peu plus, ok. Cette démarche, elle est faite que pour déployer des images sur Docker Hub, ou par exemple, si on fait un Docker Compose, il faut aussi faire cette même démarche pour chaque image? Alors en fait, ce que tu as dit, dans ta question, tu as deux questions en une. Oui, je suis désolé. Oui, pas de souci, mais comme ça, je sais la vidéo, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, comme on l'a vu, j'ai buildé et pushé sur Docker Hub, mais aussi sur un autre registre. Du coup, donc, cette démarche, elle est faite pour toute image. Toute image que tu builds, donc ça concerne tous les langages de programmation, tous les développeurs, tous les techs. Donc cette démarche, elle fonctionne pour toutes les images que tu builds. Docker Compose, tu ne vas pas avoir les petites commandes à faire la mano, mais c'est pareil. Tu vas avoir une ligne avec les provenances, une ligne, etc. Oui, parce que tu pourras faire pareil. Vu que c'est un ensemble d'images qu'on doit utiliser, Ouais, que ce soit pour le back, tu le builds. front et la Du moment base que tu de builds et tu pushes, tu vas avoir pareil en fait. Ok, donc il faut aussi signer ses propres Docker Compose? Alors, tu vas signer ton image. Ok, L'image qui a de builder en fait. ok. Tu as signé, générer le SBOM. À chaque fois que tu as une image que tu builds et que tu mets à disposition, il va falloir faire ça en fait. Et j'ai dit, la réglementation arrive, on n'a pas l'info. À chaque fois que je la donne, c'est en septembre. Ça commence dès septembre, on va avoir des réglementations européennes et pleinement opérationnelles en 2007. Spoiler alerte, j'en ai parlé très récemment à d'autres conférences, les gens ne sont pas prêts, parce qu'on n'a pas l'information. Donc, ça risque d'être un peu repoussé, mais à terme, il va y avoir des sanctions. Donc, si on fournit du logiciel européen, donc au logiciel API, application, etc., si on fournit sans avoir ça, il va y avoir des sanctions. Donc c'est bien de se préparer avant, de pleurer avant, d'avoir les cheveux blancs avant, d'avoir toute sa pipeline. Là, vous avez une action GitHub. Je vous la donne. Donc d'avoir tout ça avant d'avoir les sanctions, en fait. Donc voilà. Bon, merci Aurélie. Avec plaisir. On va s'arrêter là. Donc je vous souhaite un bon appétit. Et tu es disponible, je suppose, si Je suis les dispo gens ont encore des questions. jusqu'à demain, début d'après-midi. Et de toute façon, j'ai un talk après manger. Je vais devoir préparer un peu, mais je serai dispo après. Très bien. Merci à tous.